François Bontier, livre atelier d'écriture. On est toujours dans le cycle été 2024 et c'est la proposition 19. On est dans une sous-série où il va être beaucoup question d'images. Et je pense que c'est aussi en travaillant comme ça sur des sous-séries continues, dans l'effort là, de pratique au quotidien. C'est ce qu'on cherche, augmenter la ductilité et que ça aille si vite qu'on soit bien forcé d'aller tomber du texte sans l'avoir ni anticipé ni cogité. Mais c'est ça qui donne la dynamique. Et d'avoir ces sous-séries permet peut-être emboîter mieux les textes les uns sous les autres et faire qu'ils se rassemblent et définissent eux-mêmes quelque chose qui pourra nous emmener au-delà du cycle de l'atelier. Alors, j'ai appelé ce cycle anthologie parce qu'il était l'intuition que depuis tout ce temps que ces cycles existent, une vingtaine de cycles, un peu plus de 240 propositions en ligne. On a les packs numériques aussi avec toutes ces fiches d'appui pour les abonnés, ou bien vous pouvez aussi vous les procurer indépendamment et puis se servir des vidéos qui, elles, sont dans l'espace public pour aller travailler votre propre écriture. Tout ça, ça commence à composer une fresque, et cette fresque, envie de la structurer, de la solidifier, et donc la liberté pour moi, avec ce titre anthologie, de revenir visiter des points que j'ai senti être des points nodaux, des points d'intensité, là où il y avait encore quelque chose à trouver au-delà là, de l'atelier hebdo. Faire ça une semaine, c'est passionnant. Waouh. Et en particulier, alors c'est frais, ça remonte à juste 2 ans, 2021. J'avais appelé ce cycle 14 propositions de l'autobiographie comme fiction. Ce qui n'était pas évident parce que un certain nombre de participants réguliers de l'atelier de l'autobiographie, non, c'est pas moi que j'ai envie d'aller voir. Non, c'était pas ça la question. La question c'était cette phrase-là dont j'imagine qu'elle est de Roland Barthes, mais j'ai jamais retrouvé la source. Alors ça fait des années que on écrit toujours avec 2 soi. J'ai jamais retrouvé d'où ça venait. Peut-être c'est pas Roland Barthes, peut-être c'est Blanchot, peut-être j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, cette phrase, moi, je l'assume. On écrit toujours avec 2 soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va piocher dans notre rapport au monde pour refabriquer de l'espace littéraire, au sens fort, là, de Maurice Blanchot. Et c'est pas une question de roman, de fiction, de récit, de poétique même, c'est cette matière qui rejoint le monde en avant parce qu'on va la chercher en acceptant d'être traversée. Et ce cycle, les 14 propositions de l'autobiographie comme fiction, quand je les relis, je me dis, tu vois, ça pourrait être comme jouer du bac. À tous les ans, on se referait le même cycle. Bon, non, on va pas faire, ça serait trop simple. Alors, dans ce cycle de l'autobiographie comme fiction, j'avais sorti mon quarto Annie Ernaux. On avait exploré à 2 reprises le dernier texte gardé dans cette compilation, mais plus que ça, c'est-à-dire que les récits sont repris avec un nouveau titre, Écrire la vie, tout un programme, comme là aussi un recueil d'entretien qui s'appelle Écrire au couteau, avec une autre disjonction pour ce qui concerne le travail de ce qu'elle revendique, c'est-à-dire l'autobiographie sociale, c'est une autobiographie, traverser sa propre autobiographie pour aller retrouver justement un portrait d'époque et le constituer à neuf. Ce qui s'est passé depuis en gros mai 1968, c'est l'ouverture par un journal photographique, donc évidemment un journal personnel, mais qui, je dirais, allège le reste des récits de cette dimension. Alors on a utilisé Annie Ernaux pour d'autres exercices, encore récemment, il y a ce texte vraiment extrêmement fort là, qui s'appelle La honte, qui est juste 40 pages. Et on s'en était servi dans le cycle Gestes et usages pour une seule phrase. C'est-à-dire, c'est dans ces gestes, lesquels gestes distinguent le féminin du masculin? Juste cette question. Voilà, c'est ça, Annie Ernaux. Si vous voulez bien, direction ordinateur,
On est en 2008 quand ça paraît. Je ne suis pas du tout responsable des illustrations choisies là, par la version numérique qui est celle de Folio. Je la trouve absolument ringarde, même si moi-même j'ai eu une Citroën Diane que je reconnais là aux ouïes des ailes avant. Nous n'avons que notre histoire et elle n'est pas à nous. José Ortega y Gasset, c'est la première épigraphe. Oui, point, on nous oubliera, point, c'est la vie, rien à faire, point. Ce qui aujourd'hui nous paraît important, grave, lourd de conséquences, eh bien il viendra un moment où cela sera oublié, le mot oublié, où cela n'aura plus d'importance. Et c'est curieux, nous ne pouvons savoir aujourd'hui ce qui sera un jour considéré comme grand et important ou ridicule. Et ça, la deuxième épigraphe donc, est de Anton Tchekhov. Et il y a un prologue. Alors là, on est en pagination numérique, c'est du scroll continu selon le grossissement que vous donnez à la police, mais je suis à peu près équivalent là, au format livre. Donc, si c'est la troisième double page, ça fait un prologue de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, un prologue de 6 pages. Regardons dans le quarto, si vous voulez bien. Les épigraphes sont là. Et on a 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 6 pages et demie. Vous voyez, on est à peu près fidèle. Et ensuite, ce que ne donne pas l'édition numérique, c'est que le prologue s'arrête ici. Et on passe à la page suivante avec un décalage par rapport aux hautes pages pour amorcer la part centrale du récit. Donc il s'agit vraiment bien d'une introduction, d'un prologue, de fait, je sais plus comment, d'une ouverture, comme on dit à l'opéra, mais j'y connais rien en opéra. Et ensuite, comment il marche ce texte? Ça aussi, on avait travaillé là-dessus. C'est une photo. Poum, c'est une photo. Et puis ensuite, ekphrasis, sépia ovale collé à l'intérieur d'un livret. Oui, mais la photo collée à l'intérieur d'un livret, donc elle est dans son contexte. Et puis en dessous, il y a la légende photo moderne, Riedel Lillebonne, scène inférieure téléphone 80. Et puis ensuite, le contenu. Là, c'est juste un bébé. Un bébé, ça n'a pas d'identité. Dans cette pièce d'archives familiale, encore une indication documentaire cette fois, qui doit dater, on ne sait pas exactement, mais on le dit, impossible de lire autre chose. Et là, reprise du texte par l'auteur ou la narratrice, impossible de lire autre chose que la mise en scène rituelle sur le mode petit bourgeois de l'entrée dans le monde. Ce qui veut dire que les années, en tant que texte autobiographique, ils s'ouvrent avec la naissance. Et puis ensuite, on continue cette séquence. Et ça, ce début-là de les années, il est d'autant plus... ça arrache, quoi. Une autre photo signée du même photographe, mais le papier, vous voyez, c'est les mêmes suites de registres superposés. Le papier, les irés d'or, sans doute voué à la même distribution familiale, montre une petite fille d'environ 4 ans, donc on a l'horloge qui se met, 1944 environ, et on continue. 2 autres petites photos à bord dentelées, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a une photo, une autre photo 4 ans après, et puis là, boum, 2 autres photos, les 2 photos ont été prises le même jour, et devant le muret surmonté d'une bordure de fleurs dans une cour pavée, donc le contexte, l'image, et là, eh bien, on part dans quelque chose où il n'y a plus les photos, et il n'y a plus, là, tout se racontait sur le mode du nous et du on. Il y a cette réflexion sur le pronom, mais on n'a plus du tout quoi que ce soit qui nous ramène à l'autobiographie d'Annie Ernaux. L'ébauche en fuite traversant la Seine à queue de bec sur des chevaux crevés. Par contre, ça c'est intéressant, comment la phrase est image. La phrase image, la rémanence qu'induit de traiter une phrase comme image, là on est dans le thème de notre consigne. Et on a 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, les voix, vous voyez, comme ces chapitres-là, regardez cette liberté.
Les voix transmettaient un héritage de pauvreté, de privation antérieure à la guerre, aux restrictions, prolongeant dans une nuit immémoriale, dans le temps, dont elles égrenaient les plaisirs, les peines, les usages et les savoirs. 2 points. Puis rien qui dit, il n'y a pas de tirer, habiter une maison terre battue, porter des galoches, jouer avec une poupée de chiffon, laver le linge à la cendre de bois, accrocher la chemise, etc. Rappelait les fiertés. 2 points. Pareil, les grèves de 36, le Front populaire. Avant, l'ouvrier n'était pas compté. Nous. Bon. Si vous accrochez pas avec ça, c'est pas grave, vous reviendrez à la prochaine séance. On continue, et puis là, au bout de 8 pages, on a un achèvement. La mort des gens ne nous faisait rien. Un blanc, et hop là, et une autre photo. On a encore de nouveau la photo en noir et blanc d'une petite fille, etc., au dos, août 1949, l'horloge. Baudelaire, horloge, Dieu sinistre, effrayante, implacable, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi », etc. Mais là, on est encore quelque chose écrit en Normandie, mais c'est pas ça la question. Et puis après la photo, eh bien, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, il y avait des enfants morts dans toutes les familles, les immeubles de la reconstruction, la réclame, l'arrivée des publicités, les meubles Léviathan garantis pour longtemps, l'huile de sieur 3 fois meilleure, dop dop dop, appelé le shampoing dop, et donc tout à coup il y a tous ces signes de la société qui viennent. On continue, l'école privée, l'école publique, les questions sur le travail, les garçons fiers de partir au régiment, on continue. Tiens, sur une photo en noir et blanc, etc. Voilà, ça c'est le système de les années. Régulièrement, tout au long du livre, une fois, d'abord on enchaîne, là, on part avec ces 4 photos, 1, 2, 3 et 4, et puis ensuite on déplie les signes de l'époque, et autant la photo, elle, relève d'un univers personnel et privé, ce qui s'écrit, c'est les signes de l'époque, y compris les publicités, y compris les rapports hommes-femmes, y compris le service militaire, y compris les objets, y compris comment on conçoit sa maison, et c'est ce portrait-là. Alors, autobiographie, c'est les deux ensemble. Alors, ça, on avait travaillé là-dessus, on avait pris justement ce lien-là, des photos, en tant qu'elles pouvaient susciter ce rythme. C'est pour ça que je prends le temps là, de revenir là. Mais revenons au prologue. Et là, ça va aller vite, la consigne. Alors, tout de suite, on dirait disclaimer dans le vocabulaire informatique que j'aime pas. On a fait dans ce cycle il y a 2 ans. Pour moi, il s'est passé vraiment quelque chose dans ce cycle. C'est pour ça que j'ai besoin de le reprendre, de le retraverser. Et justement parce que je sais que là, en ce moment, dans ce cycle été, c'est pas les mêmes personnes, mais il y a un noyau de personnes qui ont fait déjà cet exercice. Je n'ai pas été revoir comment je l'avais présenté. Qu'est-ce qui m'intéresse? Il y a cette première phrase. Toutes les images disparaîtront. Alors évidemment, elle est devenue un peu légendaire concernant Annie Ernaux. Ça veut dire quoi? Toutes les images disparaîtront, c'est-à-dire que nous-mêmes, qui nous sommes en tant que mémoire des textes, mémoire des actions, mémoire de soi-même, mais en tant que dépositaire d'images. Dépositaire du monde, non pas seulement en tant que récit, non pas seulement en termes de mémoire des actions, des gestes, des objets, transmission, mais mémoire en tant que telle d'images. Et on peut supposer qu'avec le flux exponentiel d'images auxquelles nous sommes confrontés, par les déplacements, par les images partout dans la ville, par les reproductions d'images dans tout ce qui nous passe, eh bien, la part mentale, ce qui de notre cerveau est affecté à la mémoire des images, a probablement aussi évolué dans une dimension exponentielle. C'est-à-dire que la masse des images a créé en tant que telle la fonction de se remémorer les images, de façon certainement sans commune mesure, là où on peut aller le travailler, chez Baudelaire, chez Flaubert, chez Proust, ou même chez Claude Simon à 30 ans de distance. Donc, toutes les images disparaîtront. Comment une image
si elle n'est pas sur un support matériel, peut disparaître. Bien parce qu'elle n'existe qu'en tant que nous en sommes porteurs et que nous la remémorons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui meurt d'image si nous on meurt? Alors on va quitter cette zone-là, on fait un tout petit pas en arrière, et dans ce pas en arrière, dire quelles sont les images dont je suis porteur et qui n'existent que parce que j'en suis porteur. Elles sont images, mais elles n'ont pas d'autre existence que en tant que je les mémorise comme images. Et ça paraît une banalité aujourd'hui. Ça ne l'aurait pas été autant de Claude Simon, autant de Marcel Proust, autant de Flaubert, autant de Balzac, et encore moins. C'est une banalité qu'on va ouvrir parce qu'elle est déjà ouverte par nos propres usages et notre propre rapport au monde. Et c'est en ce sens-là que cette ouverture de les années, moi, me concerne directement. Alors de quoi il s'agit? Donc on a 6 pages, et ces 6 pages, elles sont faites de fragments. Il n'y a pas de majuscule au départ, il n'y a pas de point à la fin. Ça, on a déjà travaillé plusieurs fois là-dessus, sur cette importance-là de traiter le fragment de phrase en tant que phrase, et indépendamment de ce qu'il a avant, de ce qu'il a après. Et ce qui est très étrange dans ce texte, dans ce bref prologue d'Annie Ernaux, c'est que à la fois, on a évidemment des images. Là, la fameuse cave aux momies de Palerme, où chacun d'entre nous a fait des photos, même si c'est interdit. Les momies en dentelle déguenillée, pendouillant au mur du couvent des Cappuccini de Palerme. Ça veut dire que c'est non pas une photographie, non pas le souvenir en tant que tel, quel temps il faisait dans Palerme, combien on a payé l'entrée, le petit escalier qui descend là, dans ce sous-sol, et puis le parcours qu'on fait, etc. Non, c'est ce qui vous en demeure en tant qu'image. Et on le traite littérairement en tant qu'image. Cette dame majestueuse, atteinte d'Alzheimer, vêtue d'une blouse à fleurs comme les autres pensionnaires de la maison de retraite. Oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait, Annie Ernaux, dans la maison de retraite? Mais elle, avec un châle bleu sur les épaules, arpentant sans arrêt les couloirs, c'est une image, mais c'est pas une photographie. C'est quelque chose qui reste en vous, rémanent, apax, c'est-à-dire isolé, il n'y a pas de lien avec le reste. On se souvient que c'était lors des visites à la maison de retraite. Alors est-ce que précisément l'intensité affective là, de ce qui faisait qu'on venait là, fait que cette femme bien plus jeune que les autres pensionnaires et qui passait d'un air majestueux parce qu'il n'y a plus de conscience d'elle-même, je ne sais pas si c'est une définition correcte, eh bien c'est ça qu'on retient. On la retient pour elle-même, on la retient probablement pour l'état d'intensité affective où soi-même on est. Comme la duchesse de Guermantes au bois de Boulogne, qui faisait penser à Céleste Albaret, telle qu'elle était parue un soir dans une émission de Bernard Pivot. Bon, le livre de Céleste Albaret, ancienne gouvernante de Proust, sur sa vision de Proust, je l'adore. Par contre, apostrophe, bon, paix à son âme, ça c'est la façon de traiter l'image, de reconstruire l'image par une analogie qui n'a rien à voir. C'est Annie Ernaux. L'homme croisé sur un trottoir de Padoue l'été 90. Alors là, tout d'un coup, le livre est écrit en 2008, donc tout d'un coup, à 18 ans de distance, ce souvenir d'un homme avec des mains attachées aux épaules. Une amie horrifiée lui dit « Tu sais donc pas que ton bébé reste sans bras ?» Elle répond « Qu'est-ce que sont ces images? Elles ne sont pas photographiques, elles peuvent venir, tenez, dans une publicité à la télé, le père essayant vainement en 12 arrière son journal, de lancer en l'air une picorette et de la rattraper avec la bouche, comme sa petite fille. Une maison avec une tonnelle de vignes vierges qui était dans un hôtel. La plage d'Arénis-de-Mar, je ne sais pas où c'est, à côté d'une ligne de chemin de fer. Le client de l'hôtel qui ressemblait à Zapimax. Je ne sais pas non plus ce que c'est. L'inconnu de la gare Termini à Rome. La chaussure tournant sur un socle dans un magasin
André, rue du Gros Horloge à Rouen, et autour la même phrase défilant continuellement avec Babybot, bébé trotte et pousse bien. Et c'est-à-dire, c'est ce dont on est dépositaire et ce qu'on fixe en soi en tant qu'image. Mais qui ne sont pas des images photographiques, mais qui sont la part mémorielle qui n'est devenue rémanente que parce que, mentalement, on les a traités avec ce qu'on a éduqué en soi, en particulier avec la photographie, en particulier avec le film, en particulier avec la presse, la capacité de mémoriser en tant qu'image. Et là, si on prend cette optique-là, on peut avoir une affiche de film, la silhouette sémillante de l'acteur Philippe Lemaire, marié à Juliette Gréco. Et puis des réflexions sur les images en tant que telles, toutes les images crépusculaires des premières années avec les flaques lumineuses d'un dimanche d'été, celles les rêves où les parents morts ressuscitent, où l'on marche sur des routes indéfinissables. C'est-à-dire que petit à petit, elle ouvre ce qui va être son livre. Scarlett O'Hara traînant dans l'escalier, enfin, je vois bien de quel film ça vient, mais là, Molly Bloom couchée à côté de son mari, se souvenant de la première fois un garçon l'a embrassée, elle a dit oui, c'est quoi? C'est-à-dire que vous savez, dans ce Alice de James Joyce, où on suit la 24 heures de la vie de Léopold Bloom, le livre est prévu pour être lu de façon synchrone en 24 heures. Il semble que Joyce n'ait pas anticipé qu'à un moment donné, même si Léopold Bloom s'est levé tôt, il faudra bien l'envoyer se coucher. Et là, à ce moment-là, il y a ce relais magique dans le livre qui fait qu'on passe, là, dans la tête de Molly Bloom, sa compagne, qui est couchée à côté de ce bonhomme qui ronfle et qui, elle, est dans l'insomnie. Et c'est ce monologue de Molly Bloom qui va permettre à James Joyce de respecter le défi de son livre qui raconte 24 heures et qui se lit en 24 heures. Donc là, on est dans un souvenir de livre et un souvenir, là, d'une image à l'intérieur du monologue de Molly Bloom. Les images réelles ou imaginaires, celles qui suivent dans le sommeil. Qu'est-ce que c'est ces images imaginaires qui suivent dans le sommeil? Les images d'un moment baigné d'une lumière qui n'appartiennent qu'à elle. Alors après, évidemment, s'annuleront subitement les milliers de mots, donc elle travaille sur son thème. Alors où je vais avec ça? Moi, évidemment, je vous redonne cette ouverture de Les années en pièces jointes. Et tiens, j'ai compté, on a une bonne quinzaine de personnes qui avaient fait ce cycle, qui sont encore dans cet atelier. Alors, est-ce que vous allez recommencer l'exercice à zéro? Non, certainement pas. Mais justement, par exemple, imaginez que vous repreniez votre texte de l'hiver 2021. C'est pas si loin. Vous pouvez le continuer. C'est peut-être pas ça qui serait important. Je les ai relus. Peut-être que, par exemple, vous pouvez le reprendre, mais le fouiller avec une strate sous le texte. C'est-à-dire que ce qui s'était écrit en 2 lignes, vous allez écrire en 5. Les fragments là, qui venaient en 1 ligne ou 3 lignes, eh bien, on double le nombre de mots pour chaque petit fragment. Et là, tout d'un coup, on va voir émerger une autre matérialité. Et j'en parle de cette façon parce que ça peut nous permettre de donner une indication supplémentaire à celles et ceux qui se risquent dans cet exercice pour la première fois. Une autre chose, c'est quand on relit ces 8 pages brèves, Madame Soleil est encore parmi nous. Les mots d'homme qu'on n'aimait pas, jouir, branler. Ceux appris durant les études qui donnaient la sensation de triompher de la complexité du monde. L'examen passé, il parlait de soi plus vite, il partait de soi plus vite qu'il n'y était entré. Revenir dans ces catégories, le texte d'Annie Ernaux, c'est ça qui est étrange. C'est un texte qui devient maintenant définitif. Il ouvre les années, il ouvre la reprise de Les années dans le quarto. Est-ce qu'elle a cherché à le reprendre, à l'augmenter? Non, c'est une espèce d'image en tant que telle. Top, une photographie intérieure à un moment donné de ce qui en soi est déposé comme image. Mais avec un ensemble de registres, mais avec un ensemble de registres dont on peut faire parallèlement la liste. Les images de presse ou d'événements, petites choses qui viennent par l'histoire et puis qui nous marquent à un moment donné, les images liées aux signes, aux publicités,
les images liées aux faits divers ou aux gens croisés comme ça parce que c'était ça à ce moment-là et puis c'est resté en tant que tel. Ces souvenirs à l'intérieur de soi dont on ne sait plus s'ils sont réels ou pas, mais justement, si on ne sait plus s'ils sont réels ou pas et à quelle distance de temps ils sont de nous, c'est bien parce que justement, on n'en a gardé que l'image. Et donc, reprendre la cartographie de ces images intérieures en tant qu'elles sont images et en tant qu'on les a mémorisées en tant qu'images, que chacune sont isolées les unes des autres. Le travail sur la syntaxe avec ces versets, sans majuscule au départ, etc., ça on l'a déjà fait. Par contre, cette question de la rémanence intérieure, de ce qui en nous garde son intensité parce qu'on l'a mémorisé comme image. Là, je pense qu'on peut reprendre humblement, tranquillement, la réponse de Annie Ernaux quand elle a fait le même exercice. C'est pragmatique, c'est incomplet. Pour certains d'entre vous qui ont déjà fait ça sur le même texte, dans le cycle de l'autobiographie comme fiction, reprendre en développant. Et puis les autres, vous verrez que ça fait vraiment partie là, du chemin devant nous. Parce qu'on quitte l'univers de la syntaxe et qu'on entre dans l'univers des images, de la phrase comme image. Ça, c'est important.